Marcotte, professeur à l'université de Reims, connu comme un grand spécialiste des géographes et qui a publié dans la collection des universités de France le premier tome des géographes dits mineurs, mais qui sont de grands géographes. Et il va nous parler aujourd'hui du périple de Néarque, les enjeux scientifiques et géopolitiques d'un rapport de mission. Cher Didier, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président, pour ces mots d'introduction. Je vais vous parler en effet d'un périple qui est souvent célébré, celui de Néarque, et il n'est pas exagéré de dire que pour l'homme méditerranéen, ce périple a donné à l'Asie ses contours. De tous les faits de gloire qu'on a attribués à Alexandre, c'est sans doute en effet un de ceux dont les conséquences sur la science géographique auront été les plus marquantes. Grâce à une historiographie foisonnante, on en connaît les circonstances et la chronologie. Après avoir pris le contrôle du Pendjab à l'automne 326, Alexandre se voit contrarié par ses propres troupes dans son projet de pousser plus loin vers l'est en direction de la plaine du Gange. Il se replie alors sur un des affluents de l'Indus, l'Udaspès, l'actuel Jhelum. Bon, je suis désolé pour la qualité de cette carte, faites confiance au pointeur. Il fait construire une flotte de 2000 bâtiments qu'il place sous le commandement d'un marin originaire de Crète, Néarque, tandis que 2 corps d'armée, sous les ordres de Cratéros et d'Éphestion, sont chargés d'accompagner et d'encadrer la descente de la flotte par voie de terre sur chacune des rives de l'Udaspès. Le delta de l'Indus est atteint en janvier 325 et Alexandre y fait cantonner ses troupes dans la région d'Hyderabad, en un lieu nommé Patala, ici, où des chantiers navals sont aménagés et d'où toutes les opérations de retour vers l'ouest seront progressivement lancées à partir de l'été suivant. Néarque lui-même appareille à l'automne, avec pour second Onésicrite et pour conseiller un stratège perse du nom de Bagoas. Son objectif est tout à la fois clair et périlleux: rejoindre Alexandre en Babylonie, mission qu'il accomplit en moins de 6 mois et sur laquelle il laisse le rapport dont il sera question ici. Si la navigation de Néarque relevait de l'exploit, parce qu'elle faisait côtoyer des terres jusque-là inconnues et des populations souvent hostiles, elle ne poursuivait aucun but militaire, mais elle est venue, de fait, ponctuer une entreprise guerrière et lui conférer une forme d'accomplissement. C'est à ce titre qu'elle a été reconnue comme un des moments clés de la conquête de l'Asie. La route qu'elle a tracée dans les eaux de la mer Érythrée, le nom ancien de l'océan Indien, a offert aux Grecs les moyens d'une véritable appropriation intellectuelle des espaces nouveaux, puisqu'aussi bien eux-mêmes pensaient la terre à partir de son front maritime. Elle leur a aussi laissé entrevoir de prometteuses perspectives pour le commerce, comme l'a bien vu Montesquieu, qui, dans l'esprit des lois, voit en elle une contribution majeure d'Alexandre au développement des relations marchandes entre l'Europe et l'Orient. C'est en tout cas ce qu'il exprime dans son édition posthume, quand il distingue 4 moments forts de la conquête de l'Asie dans leurs conséquences sur le développement du commerce. L'écho qu'a rencontré l'aventure de Néarque dans la postérité est d'abord le résultat de l'ambition d'Alexandre, qui a personnellement veillé à édifier sa légende en s'entourant, au cours de sa campagne, d'historiens et de savants chargés d'écrire sa geste dans l'instant. Au contraire d'autres compagnons du roi, tels qu'Alysthène ou Cléarque, dont Mme Amygue a parlé, Néarque n'était pourtant pas un érudit. C'était un technicien qui avait lu Hérodote et qui évoluait dans un milieu imprégné
des idées naturalistes d'Aristote. Mais parmi les témoins directs de l'expédition, il est le seul dont on puisse lire un récit suivi, alors que les autres, si on met à part la littérature de fiction pseudépigraphe, qui constitue ce qu'on appelle communément le roman d'Alexandre, ne se voient plus attribuer que des fragments épars. C'est un privilège qu'il doit à un historien et philosophe d'époque impériale, Arien de Nicomédie, lui-même militaire de haut rang et familier des cercles du pouvoir. Pour avoir suivi les armées de Trajan, qui se voyaient en émule d'Alexandre, Arien s'est fait historien des deux souverains. Il a consacré au premier des Particas, dont on n'a plus que des lambeaux, et au second une anabase intégralement conservée, conçue sur le modèle de Xénophon, dont il revendiquait d'ailleurs le patronage. L'anabase est le récit de la montée d'Alexandre vers la Haute-Asie et de son retour vers l'Euphrate. Elle est faite de 7 livres qui rapportent par le détail les événements de la campagne et mettent en scène Néarque à partir du livre 6, avec la descente vers Patala. Mais dès le livre 5, à l'occasion de l'entrée des Macédoniens dans le Gandhara, au printemps 326, Arien lui emprunte une description générale du monde indien, de son hydrographie et de ses peuples, et annonce son intention de développer ce thème dans une monographie spécialement consacrée à l'Inde et à l'expédition navale. Ce sera le sujet de l'Indiquet, qui prolonge effectivement l'anabase, dont elle est aussi parfois considérée comme le 8e livre, et dont Pierre Chantraine a procuré une édition remarquable dans la collection des universités de France en 1927. Dans l'Indiquet, le périple proprement dit occupe une vingtaine de chapitres. Il s'ouvre sur les opérations dans le bassin de l'Indus, que Néarque quitte en dernier, une fois qu'Alexandre lui-même a levé le camp pour gagner les plaines littorales de la Gédrosie, donc depuis Patala vers l'ouest, le long des côtes de l'actuel Baloutchistan. Comme on peut s'y attendre, le récit est commandé par la linéarité des côtes et scandé par les relâches de la flotte. Après 80 jours de route, l'arrivée dans la région d'Armosia, l'actuelle Hormuz, aux confins de la Carmanie, constitue le pivot de la relation. Néarque y mouille à l'embouchure du Minab, un petit fleuve côtier situé derrière le Ras Al-Khou, ici, et rejoint Alexandre dans l'arrière-pays pour se voir confirmé par lui dans le commandement de l'expédition et dans l'objectif à atteindre le fond du golfe Persique. Quand il rapporte la navigation de Néarque, Arien ne s'efface pas totalement derrière son héros. Il partage avec lui le même attachement à un prince conquérant, un même goût pour l'aventure collective, pour les itinéraires. Il a ainsi dédié à Adrien un périple du Pont-Euxin, mais aussi pour l'ethnographie. On lui doit notamment un traité sur les Alains. Et cette communauté d'intérêt et d'ambition laisse parfois apparaître Néarque comme le double de son citateur, plutôt que comme sa référence. L'interprétation du récit s'en trouve singulièrement contrariée. À cette difficulté s'ajoute le fait que Néarque est dans une relation de quasi-exclusivité avec l'historien. En dehors de celui-ci, en effet, les sources sont rares sur son expédition. Et parmi elles, seule la géographie de Strabon offre çà et là, sous la forme de mentions succinctes, les outils d'une confrontation. Mais les circonstances dans lesquelles le marin a accompli son œuvre lui ont, inversement, conféré un prestige qui dépasse de très loin celui dont jouit, dans notre jugement, l'auteur de l'Indiquet. Ceci peut expliquer que depuis sa redécouverte à la Renaissance, cet ouvrage a circulé d'abord sous le titre de Périple de Néarque. L'usage qu'en ont fait les navigateurs modernes, les marchands, voire les militaires, jusqu'à l'ère victorienne, constitue un fait d'histoire culturelle comparable à l'intérêt
que la France du Directoire apportait au texte de Strabon à l'époque des campagnes de Bonaparte en Égypte. Son interprétation a été véritablement un enjeu géopolitique entre les puissances européennes qui cherchaient à asseoir leur emprise sur la zone. C'est ce que montre, par exemple, l'audience exceptionnelle qu'a connue le mémoire consacré au périple en 1797 par le Britannique William Vincent. À l'époque d'Alexandre, l'Inde n'était pas un motif nouveau dans la littérature grecque. Hérodote l'avait évoqué à propos des campagnes orientales de Darius, lesquelles, cependant, n'avaient guère dépassé l'Indus. L'historien médecin Ctésias, présent à la cour perse au début du IVe siècle, et dont Jacques Jouanna a parlé, avait de son côté imposé un certain discours sur cette région. L'univers qu'il faisait voir était largement merveilleux, en tout cas dans les Indicas, je ne parle pas bien entendu des Persicas, et était d'ailleurs perçu comme tel par ses lecteurs. Or, avec l'arrivée des Macédoniens, le nom même de l'Inde, réservé jusque-là au Sindh, subit un élargissement radical qui en fait reculer les frontières jusqu'au Gange. Par ailleurs, avec eux, la matière indienne est désormais traitée sur le mode de l'expérience, ce qui en fera le crédit. Les observations que Néarque se voit prêter par Arien en sont l'illustration. Ainsi, celle des pluies diluviennes qui frappent la zone de manière saisonnière et qui, pour nous, constitue la première description de la mousson. Le regard qu'il jette sur le phénomène est celui du naturaliste. Il n'en saisit pas précisément la mécanique, ni surtout le parti favorable qu'on peut en tirer, le cas échéant. Il faudra en effet attendre le règne des derniers Ptolémées pour que les Grecs comprennent que les vents des deux moussons que vous voyez ici figurer sur cette carte qui campe la réalité du 1er siècle de notre ère, pour que les Grecs comprennent que ces vents permettent de suivre des voies hauturières pour gagner directement l'Inde depuis l'Arabie et en revenir en moins de 9 mois. À cet égard, l'écart est considérable entre la description de Néarque et celle que donnera à l'époque de Pline l'Ancien, l'auteur du périple de la mer Érythrée, habitué à utiliser ces vents au plus près et dont vous avez ici l'horizon géographique figuré sur cette carte. La qualité de l'observation se vérifie également sur le plan ethnographique. Ainsi, dans le tableau que Néarque brosse des conditions de vie des mangeurs de poissons, appelés ichthyophages, qu'il signale à plusieurs reprises entre la région de Karachi et les parages occidentaux de la mer d'Oman. Il montre l'état de dépouillement dans lequel vivent ces populations et le faible degré de civilisation qu'elles connaissent. Entre autres faits saillants des excursus qu'il leur réserve, il relève l'absence de pâture, qui les condamne à nourrir le bétail avec des produits de la mer, la rareté des céréales, qui les amène à confectionner du pain à base de farine de poisson, enfin le manque de bois, qui leur fait utiliser les carcasses de cétacés pour la construction de leurs maisons. Il s'agit là de traits qui pouvaient frapper l'imagination d'un Grec, mais qui n'en reposaient pas moins sur des faits observés que le voyageur arabe Abu Zayd al-Sirafi enregistrait encore au Xe siècle pour le tronçon occidental de la Carmanie, et que l'ethno-archéologie a partiellement confirmé. L'étroite symbiose de l'ichtyophage et du poisson, et sa parfaite adaptation à un milieu naturel hostile, tel que les décrivait Néarque, ont inspiré à date hellénistique tout un débat éthique sur les conditions minimales de la civilisation et sur le dénuement vécu comme une vertu, dont on trouve des traces dans l'école alexandrine, chez Agatharchie de Cnide, et un écho lointain chez Rousseau, quand, dans son contrat social, celui-ci lance l'injonction célèbre « Restez barbares et ichthyophages, vous en vivrez plus tranquille et sûrement plus heureux. » Sur les cartes du monde, les ichthyophages de Néarque deviendront
un élément obligé de la nomenclature de l'Asie extrême jusqu'à la fin de l'Antiquité. On en a le témoignage sur la Tabula Peutingeriana, le peuple qui apparaît dans le dernier segment, où son nom sert à désigner la Gédrosie. Vous avez ici un agrandissement du détail. Cinéarque avait le sens du récit. Il se conformait dans l'ensemble à un modèle d'exposition qui était depuis longtemps standardisé. Le promoteur du genre était pour lui un marin, originaire d'Asie mineure, Scylax de Carianda, que, d'après Hérodote, Darius aurait dépêché depuis l'Indus vers le golfe de Suez pour reconnaître le littoral sud de l'Asie avant de préparer une expédition contre les Indiens. On y reviendra. Au IVe siècle, la tradition prêtait en tout cas à Scylax une relation de son voyage qu'Aristote mentionne dans sa Politique. La forme du périple était pauvre, a priori. L'armature en était fournie par l'énumération des points remarquables de la côte, caps, golfes et autres amers, ainsi que des étapes exigées par l'approvisionnement ou l'entretien des bâtiments. Entre deux points, les distances étaient exprimées en jours de navigation, converties le cas échéant dans l'unité itinéraire en vigueur dans le monde grec, c'est-à-dire le stade. Or, le voyage de Néarque, je ne sais pas si vous voyez quelque chose sur cette carte, je crains que non. Le voyage de Néarque était dirigé principalement d'est en ouest, suivant une ligne droite dont il s'est attaché à mesurer les segments et qui, selon son propre constat, n'aurait accusé de brisure que dans la région d'Armosia, c'est-à-dire précisément à l'entrée du golfe Persique. Cette indication pouvait être interprétée comme significative de l'extension en longitude des territoires nouvellement reconnus. Les données que livrait Néarque à leur sujet pouvaient en effet être rapprochées de celles que les arpenteurs d'Alexandre, les fameux bématistes, avaient relevées par tronçons sur les anciennes routes royales perses, le long de l'alignement montagneux de l'Elbourz et de l'Hindoukouche, qui faisait office de parallèle origine. La collation décisive des données nautiques et terrestres a été effectuée par Ératosthène à Alexandrie. Ératosthène qui en a compris la portée cartographique et en a littéralement consigné l'enseignement dans les dernières décennies du IIIe siècle dans un essai de représentation géométrique de l'écoumène, dont vous avez ici un essai de reconstitution par Karl Müller au XIXe siècle. On y voit aussi la morphologie particulière que le savant alexandrin, à la suite des Macédoniens, donnait à la péninsule indienne, dont les côtes sont comme dans le prolongement de celles du Baloutchistan. Alors que les côtes au sud du Gujarat, restées inexplorées par les Grecs jusqu'à l'ouverture des voies hauturières, sont écrasées. Mais la méthode qu'a adoptée Ératosthène dans la construction de sa carte était déjà, d'une certaine manière, dictée par l'esprit de système qui avait animé les compagnons d'Alexandre dans l'organisation de leurs notes. On voit cet esprit à l'œuvre dans le chapitre consacré par Arrien au régime des fleuves de l'Inde et aux pluies qui déversent la mousson d'été. L'inondation des affluents de l'Indus y est rapprochée de celle qui affecte la vallée du Nil à la même saison, ce qui amène l'auteur de cette comparaison à prêter une même cause aux deux phénomènes. La mise en regard de l'Indus et du Nil que suggéraient leurs deltas respectifs et la présence sur leurs bords de mêmes espèces d'animaux était naturelle depuis Hérodote au moins. Mais elle donne lieu ici à une démonstration d'un type nouveau qui vise à fixer sur un même climat, c'est-à-dire une même latitude, les deux contrées en question, et à expliquer par cette situation
un certain nombre des caractères physiques communs aux populations indiennes et nilotiques qu'Arien développe dans la suite quand il constate que, de la même manière que les Éthiopiens ont une peau foncée par rapport aux Égyptiens, les Indiens du Sud sont noirs de peau. Ce sont là autant d'observations qui ont commandé la forme donnée par les cartographes d'Alexandrie au quart sud-est de la terre habitée, et moyennant un élargissement de l'horizon vers le sud et l'est, Ptolémée a adopté à son tour cette figuration générale du secteur, en réservant d'ailleurs sur sa map monde un traitement particulier au système hydrographique de l'Indus qu'il représente, comme vous voyez, d'une manière particulièrement précise. Pour les Grecs, la reconnaissance du détroit d'Ormuz par la flotte macédonienne a revêtu une importance considérable en raison de la rencontre avec Alexandre, qui signait la réussite de la double expédition navale et terrestre, et parce qu'elle leur a fait comprendre la géographie des mers bordières de l'Arabie. Elle a contribué aussi, pour eux, à faire du golfe Persique, que Néarque a été le premier à décrire, une des portes de l'Inde et des mers du Sud. Mais elle a sans doute constitué, pour Néarque lui-même, le paroxysme de sa carrière, le moment où son statut de commandant éclairé et sa fortune de découvreur se sont trouvés réunis. Aussi a-t-il donné à l'épisode un relief particulier en marquant avec lui une pause dans son récit et en y inscrivant la justification de sa mission. Il s'y met en scène dans un différend qui l'oppose à Onésicrite quand la flotte arrive en vue du Ras Moussandab, ici, à la pointe d'une enclave du sultanat d'Oman, sur la péninsule arabique. Ras Moussandam qui garde l'entrée du détroit du côté méridional. C'est de là que les Arabes acheminaient vers la Babylonie la cannelle et d'autres épices qui prenaient ensuite le cours de l'Euphrate pour gagner les routes caravanières de Syrie et atteindre enfin les côtes méditerranéennes. Face au promontoire, Onésicrite préconise de mettre pied sur la péninsule arabique et de progresser ensuite par voie de terre jusqu'en Babylonie, plutôt que de s'engager dans le golfe Persique, dont la voie n'avait jamais encore été ouverte aux Grecs. Pour imposer son point de vue, Néarque rappelle les termes de sa mission. D'après la version de l'Indiqué, il n'avait pas été envoyé sur mer en raison des difficultés qu'aurait entraîné un parcours terrestre, mais pour observer, kata skepsastai, dit le grec, observer les littoraux au cours de son voyage le long des terres, kata ton paraploun, ainsi que les mouillages et les moindres îles, pour faire le tour, ek periplosai, de tout golfe qui se présenterait sur leur route, pour repérer les villes du bord de mer, déterminer quelle contrée est fertile et quelle autre désolée. Dans le discours que lui fait tenir l'Anabase, il ajoute qu'il a à recueillir des informations kata matein, dit le grec, sur les ressources en eau des pays côtoyés et les coutumes, ta nomaya, de leur population. Les indications livrées par Arien montrent que les observations du Navarque tenaient de l'inventoriage, ce qui n'est pas étranger en soi à la méthode d'un périple, mais qu'elles pouvaient porter sur la mise en valeur des campagnes, sur le degré de civilisation des populations riveraines, la présence parmi elles de sujets acculturés, tout fait qui peuvent concerner au premier chef une administration. Si on veut bien donner une certaine technicité au verbe kataskopein, dont kataskepsastai est l'aoriste, la mission de Néarque était le fait d'un kataskopos, c'est-à-dire d'un observateur ou d'un inspecteur. Dans le lexique des institutions militaires, comme dans celui des sciences de l'espace, le verbe, ainsi que le substantif correspondant kataskepsis,
s'appliquent en effet à désigner un état des lieux, qu'il s'agisse d'une reconnaissance d'espaces nouveaux ou de l'inspection d'un terrain en vue de sa mesure ou de son aménagement. Si on prend en compte ces différents emplois, l'objet du rapport de Néarque apparaît clairement. Il s'agissait pour lui de dresser un état des lieux ou, si l'on peut dire, un état de l'Empire sur son flanc méridional, à l'occasion de l'installation sur le territoire ainsi visité et balisé du nouvel occupant. Pour le marin grec qui recevait cette mission en mer Érythrée et qui connaissait par ailleurs Hérodote, la figure de Scyllax s'imposait comme une référence. Il importe peu de savoir si le marin de Darius a jamais réussi vraiment à faire joindre l'Indus au golfe de Suez, ce dont doutent ouvertement certains historiens. On se contentera d'observer qu'Hérodote rapporte le fait comme établi. On se contentera d'observer qu'Hérodote prête également à Scyllax d'avoir, par son périple, reconnu l'Asie. Le problème n'est pas non plus de savoir si Néarque a pu consulter le mémoire de ce lointain prédécesseur. Le cadre général qu'il trouvait dans le récit d'Hérodote suffisait à donner du sens à sa propre entreprise. Or, Hérodote, dans l'extrait qui figure ici sur la diapositive, reliait expressément le périple à la volonté de Darius d'avoir une connaissance actualisée de la façade maritime de son empire au moment de la conquête du Pendjab et du Sindh. Il constatait aussi que ce voyage avait rendu évident dans la géographie physique de l'Inde certains traits d'apparentement avec l'Afrique. Homoia, dit le grec. Il admettait enfin qu'il avait ouvert la mer aux Perses, ou, pour reprendre ces mots, qu'il leur avait rendu effective la pratique, ekrato, dit le grec, la pratique de cette mer. En achevant sur l'Indus la conquête de l'Empire achéménide, Alexandre était en mesure de revendiquer sans réserve la succession de ses rois, dont il lui appartenait aussi de poursuivre l'action ou de répéter les gestes. Il avait pris la maîtrise de terres immenses auxquelles il lui fallait désormais fixer des bornes et reconnaître la forme extérieure. En se voyant confier sa mission dans les eaux de la mer Érythrée et en dirigeant sa course d'est en ouest des marges extrêmes de l'Empire vers son centre, Néarque se voyait placé à son tour dans le sillage de Scyllax. Au moins pouvait-il trouver dans ce précédent le sens même du programme qui lui était dévolu et l'occasion de l'inscrire dans un continuum historique. Je vous remercie.